je vais faire une remarque pour boucler un peu le tour de table, c'est que là on dissocie un peu à chaque fois les choix éditoriaux, le modèle économique, mais il faut voir que c'est totalement interpénétré, c'est-à-dire que le modèle économique, évidemment, va définir aussi un modèle éditorial. C'est-à-dire que quand on est totalement gratuit et qu'on a un modèle majoritairement publicitaire, évidemment, on va chercher l'audience, et c'est pas forcément le même type d'article que quand on est un modèle payant, et qu'on va chercher des lecteurs payants qui vont renouveler leur abonnement chaque mois. Alors c'est vrai que pour les grands journaux, la question se pose différemment, puisque nous, on vient d'un univers où les gens payaient pour un journal, mais où nous, on avait déjà des modèles qui étaient de toute façon mixtes, puisqu'une partie de nos revenus était publicitaire, une partie de nos revenus venait de l'achat au numéro ou des abonnements. Sur le web, pendant longtemps, ça a été des modèles uniquement publicitaires. Pour le coup, alors il y a eu énormément de débats internes, etc. Mais on se retrouve, nous, à aller plutôt vers des modèles hybrides, justement pour ne pas dépendre que des revenus publicitaires qui induisent, on ne travaille rien, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui permet de générer de l'audience sur le net, et je ne parlerai même pas du problème extrêmement grave aujourd'hui des indicateurs d'audience, c'est pareil, je pense que tout le monde y est confronté, alors sans doute encore une fois moins Mediapart, mais je pense que le 89 y est confronté comme tous les médias. C'est-à-dire que les instruments aujourd'hui de mesure de l'audience, ceux qui font référence notamment vis-à-vis des publicitaires, sont, on peut le dire, sont truqués, sont facilement contournables, sont influencés, et du coup, le thermomètre n'est pas très fiable. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour donner un indicateur, on attend toujours les chiffres qui font autorité aujourd'hui sur le marché, les chiffres de médiamétrie. Ceux de novembre, on les attend toujours et c'est repoussé de semaine en semaine parce qu'ils sont en train apparemment de regarder comment on peut les rendre mieux, les corriger, etc. Bref. La question de modèle économique implique un modèle éditorial, c'est crucial parce qu'à chaque fois, ça veut dire que quand on peut pas juste, c'est pas totalement dissocié, on peut pas dire je vais faire telle forme de journalisme et puis se poser après la question plus tard, puis dire je vais le financer comme ça. C'est les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble à chaque instant. Et ça, pour le coup, c'est sur le web, parce que notamment les gens issus de la presse écrite n'avaient pas forcément cette habitude directe, mais dans le monde audiovisuel, ça fait très longtemps qu'on voit bien que le financement public par la redevance, par exemple, va produire RFI, Radio France, France Culture, Arte, que le modèle publicitaire et produits dérivés, puisque TF1 ne gagne moins de 50% de ses revenus par la pub, mais en tout cas un revenu majoritairement publicitaire, ça donne plutôt TF1, etc. Et que le modèle par abonnement peut donner Canal+. Donc on sait qu'il y a comme ça, de toute façon, le modèle économique ne donne pas, tel modèle économique va donner un choix éditorial différent. Après, ce qui est très important, c'est la diversité. Moi, ce qui m'a extrêmement fait plaisir cette année, c'est de voir que des modèles aussi différents que là on a trois modèles très différents. On a deux modèles de pure player, un modèle de grand journal, je reprends l'expression de Thomas qui est mieux que vieux média. On a un modèle qui était d'accès gratuit, celui de Re 89, qui est, alors bon an mal an, va vers un équilibre et en tout cas voit à peu près comment il peut y arriver en gardant un accès gratuit. On a un modèle payant qui, par la qualité de ses enquêtes journalistiques, est aussi en passe de réussir son modèle économique. Et nous-mêmes, on commence à voir s'éclaircir vraiment l'avenir par les revenus générés d'un modèle hybride en continuant à faire le journalisme qu'on aime et en jouant sur les deux tableaux, puisque pour le coup, nous, on joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un réservoir de journalisme de choix, d'anticipation, on essaie de faire des enquêtes, des grands reportages, etc. Et où sur le web, on a complété par un journalisme d'alerte beaucoup plus réactif, beaucoup plus chaud, qui était nouveau par rapport pour le coup, à l'ADN de Libération. Donc nous, évidemment, on joue sur les deux tableaux. Mais ces trois modèles qui sont trois modèles très différents, il y a encore 1 an et demi, on entendait des assertions absolument incroyables pour dire ça marchera, ça marchera pas, le payant ça marchera pas, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que on peut se tromper, ça peut se renverser, mais j'ai l'impression que ce qui est en train de se valider, c'est qu'au bout du bout, il y aura une diversité de modèles qui va générer une diversité de modèles éditoriaux et de types de médias. Et finalement, c'est ça la bonne nouvelle. Oui, moi je suis assez d'accord avec Florent. C'est vrai qu'on a souvent voulu opposer le modèle gratuit et le modèle payant, en posant la question finalement qui a raison et qui a tort, et en partant du principe qu'il allait y avoir un des deux modèles qui allait gagner et puis l'autre qui allait perdre. Et en fait, finalement, quand on regarde le paysage des médias, on s'aperçoit que dans le domaine de la télé, il y a des chaînes gratuites et des chaînes payantes, que finalement dans le domaine de la presse, il y a aussi une presse écrite papier gratuite qui s'est installée, et donc qu'il est tout finalement assez probable que dans le web également, les deux modèles puissent tout à fait coexister et que finalement il n'y en ait pas un qui ait tort, mais qu'ils aient raison tous les deux, ou peut-être même qu'ils aient tort tous les deux, ça l'avenir le dira, mais voilà.
Oui, moi je suis d'accord, je pense qu'il y aura un certain nombre de modèles. Je souligne quand même qu'effectivement, quand Mediapart s'est lancé, tout le monde nous regardait en disant qu'on était cinglés, que ça ne marcherait pas. Et depuis, mais c'est dans l'année du lancement, on a vu un certain nombre de gens changer, hein, y compris des grands patrons de presse comme Rupert Murdoch qui s'est aussi dit il faut faire du payant. Il y a ces allers-retours parce que tout le monde cherche effectivement là, cette clause-là, comment est-ce qu'on va rentabiliser les choses. Je pense néanmoins qu'il y a eu, à mon sens, une erreur d'aiguillage au début de la presse sur Internet, qui est que les patrons des journaux en question, puisque c'est les premiers à s'être lancés sur Internet, obéissaient à un paradigme que c'est que le site ne devait pas coûter cher et ne devait surtout pas piquer des lecteurs au papier. Et donc, à mon sens, ça a conduit à ce qu'on a appelé une course au clic, qui était ce qu'il fallait avoir le plus grand nombre de visiteurs possible pour le moindre coût. Donc ça impliquait quoi ? Essentiellement, balancer des dépêches AFP retravaillées. Ouais, on faisait ça en employant des stagiaires ou des étudiants tout juste sortis de l'école de journalisme qu'on ne payait pas très cher. Donc ça a contribué à créer ce que Laurent disait en début, une homogénéisation où aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais des journaux qui sont très différents sur le papier, que ce soit Le Monde, Libé, Le Figaro, Le Nouvel Obs, on va sur leur site web et on a grosso modo la même chose, jusqu'à avoir presque le même ton, la même tonalité, alors qu'on ne peut pas se tromper quand on les lit sur papier. Donc, non mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Mais jusqu'à, je pense, c'est les pure players qui ont quelque part bousculé ça. C'est Re89 en premier, c'est nous, c'est Bakchich à son niveau. C'est peut-être aussi des sites comme Agoravox, maintenant. Donc voilà, il y a maintenant une prise en compte qu'il faut. Il y a de l'argent à gagner sur le web déjà maintenant, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Et il faut produire du contenu de qualité, du contenu fait par l'équipe journalistique des 150 journalistes de Libé, par exemple. Pendant longtemps, moi, je m'arrachais le peu de cheveux qui me restaient pour essayer de enlever toutes les dépêches AFP pour aller voir les articles des journalistes de Libé, dont je savais qu'ils allaient m'apporter une information de qualité faite par des très bons journalistes et une plume et une patte qu'on retrouve dans le journal papier. Donc voilà, je pense que ça, c'est... Les journaux traditionnels, les journaux papier ont mis du temps à réaliser ça. Maintenant, ils sont en train de le réaliser. Ce qui, pour le coup, m'inquiète un peu pour notre modèle à nous, parce que je pense qu'on n'avait pas énormément de concurrence sur ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Maintenant, je pense qu'on va en avoir davantage, parce qu'on voit Libé, ce que fait Libé Labo, les innovations en matière audiovisuelle, ce que fait le Monde occasionnellement en produisant des web docus, des choses comme ça. Là, nous, on commence finalement à avoir une véritable concurrence sur le contenu qu'on n'avait pas jusqu'alors. Il y a à mon sens une évolution très positive avec le web, c'est qu'on sait immédiatement si un papier marche ou pas. Quand vous faites un journal papier, vous ne savez pas si ce que vous produisez va intéresser les lecteurs, et vous faites une idée un peu fantasmée de ce qui va intéresser le lecteur. Alors on dit le lecteur, et les journalistes mettent derrière ce mot, projettent souvent leur propre idée. Alors que sur le web, nous on va même jusqu'à afficher en fait le nombre de visites par article, et c'est très très intéressant de voir les variations d'un sujet à l'autre. C'est parfois un petit peu cruel pour certains journalistes, mais en même temps, je pense que pour nous c'est très important, parce que ça nous permet de ne pas être simplement dans une logique d'offre, mais aussi de prendre en compte la demande des lecteurs. Et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut maîtriser, parce que si on suit cette pente-là et qu'on va uniquement répondre à la demande des lecteurs, je pense qu'on fait fausse route, parce qu'à ce moment-là, on va se spécialiser dans certains thèmes. C'est peut-être un peu ce que fait le Poste, par exemple, qui est un site qui appartient au Monde Interactif et qui surtraite des sujets comme les faits divers ou des sujets people, pour aller dans ce sens-là, et qui du coup perd en équilibre. Mais c'est intéressant parce que enfin, pour nous, hein, on le prend comme ça, mais ça permet d'offrir un choix plus large. Et beaucoup de variété, beaucoup plus de variété. C'est-à-dire que nous, on estime qu'on a une page d'accueil qui est réussie quand elle est très éclectique, à la fois dans les sujets qui sont proposés, c'est-à-dire à la fois des sujets que certains vont peut-être considérer un petit peu légers, un peu rapides, etc., mais parfois avec des angles ou des traitements qui sont assez sérieux, parce qu'on aime bien traiter sérieusement ce qui est léger, et au contraire des sujets très sérieux,
qui vont peut-être pas avoir autant de visites, de visiteurs, mais qui vont en même temps créer un climat de confiance pour les lecteurs, qui vont se dire voilà, on est sur un site sérieux, on est vraiment sur un site journalistique, parce qu'ils traitent par exemple du référendum au Sud-Soudan ou de sujets comme ça, qu'on va pas forcément aller lire, mais qui va instaurer ce climat de confiance. Et aussi dans les modes de traitement, c'est-à-dire avoir non seulement des enquêtes, des reportages, etc., mais aussi mettre sur le même plan que des enquêtes journalistiques, des témoignages par exemple, c'est-à-dire des choses qui sont signées par des non-journalistes, voilà, faire remonter des commentaires, comme je le disais tout à l'heure, et avoir des modes de traitement très, très variés également. Je voulais juste faire une remarque incidente, puisqu'on a parlé par moment de Bakchiche, pour ne pas laisser l'impression que l'histoire du web est jonchée de roses, puisque nous avons des intervenants qui représentent des médias qui, s'ils ne sont pas l'équilibre, sont en tout cas en bonne voie pour. Mais juste rappeler que Bakchiche a annoncé hier alors que donc c'est le plus ancien, puisqu'il a été lancé il y a 4 ans et demi, Bakchiche a annoncé qu'ils allaient arrêter donc le numéro papier, puisqu'ils avaient lancé un hebdo à l'automne 2009. Celui qui sort vendredi sera le dernier, ce sera donc un collector, et ils arrêtent leurs activités à la fin du mois. Et ils indiquaient, je crois dans une interview, qu'au total ils ont brûlé, si on peut dire, 3 millions d'euros pendant leur existence.